En général, c'est aussi un changement dans la communication des personnes au travail. Tu vois qu'ils parlent maintenant plus souvent, comme si c'était une troisième personne. C'est bizarre parce que c'est déjà une relation un peu symbiotique, disons. C'est tellement déjà intégré dans le travail quotidien. C'est une question qui est toujours présente dans les conversations. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Johan Alexandra, Bonjour. merci de me recevoir ici à Bogota, dans les locaux de Nouveau Blend. Tu vas m'expliquer un petit peu. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, m'expliquer d'où tu viens, tes origines, résumer rapidement ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. Bienvenue Paul, bienvenue à Nouveau à Blend Company et surtout bienvenue à Bogota et en Colombie. Je m'appelle Ioana Alexandra Rosu, je suis roumaine, ça fait déjà presque 5 ans que j'habite en Colombie. Actuellement, je suis responsable du marketing pour Amérique latine pour Blend, qui est l'entreprise qui a racheté l'année dernière Nouveau. Et donc maintenant, nous sommes Blend Colombie, Ouais. disons. Et avant cela, j'étais la Chief Growth Officer de Nouveau. Donc, j'étais un peu, j'aime cette analogie, un grand poisson dans un petit étang. Et maintenant, ce que j'aime plus, et je cherche toujours, je suis un petit poisson dans un grand étang. Et c'est cool parce que j'aime me challenger toujours. Je n'aime pas rester dans ma zone de confort. Voilà. Avant cela, j'ai été chargée seulement de la partie financière, administrative, comptable de l'entreprise. Et en fait, j'avais commencé avec eux en tant que stagiaire pendant mon année de césure, pendant mon master en finance et stratégie. Sur mon parcours un peu plus académique, disons, j'ai fait le collège universitaire de Sciences Po à Dijon. C'est le campus Europe centrale et orientale, qui était un peu le choix naturel venant de la Roumanie. Et après, j'avais choisi finance et stratégie. À cette époque, j'étais très passionnée pour le développement international, tout ça. C'est pour ça que j'avais choisi la Colombie aussi en tant que ma destination pour la 3e année pendant le collège universitaire. Voilà. Ok. Il y a 3 grands pays, 3 grandes étapes dans ta vie, dans ta carrière. La Roumanie, où tu vis de 0 à 18 ans. La France ensuite, avec Sciences Po, où tu t'expatries une première fois. Et ce choix ensuite d'aller vivre en Colombie, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller vivre en Colombie et d'ajouter encore une corde à ton arc parce que tu parles le roumain, le français, l'anglais et là tu rajoutes l'espagnol? Ouais, c'est un peu bizarre en fait parce que j'essaie de... Je- Quand je pense pourquoi j'ai choisi la Colombie, euh, honnêtement, je pense que je n'avais pas à ce moment-là des critères objectifs. C'est-à-dire? C'était plus un feeling, je pense. Ouais. J'avais commencé à apprendre l'espagnol à Sciences Po et j'ai eu une prof d'espagnol qui était colombienne. Elle nous racontait des choses sur la Colombie de temps en temps. Euh, Au moment de choisir la destination de la 3e année, euh, je me souviens que j'étais en train de voir des photos des villes, des pays d'Amérique latine pour voir quelle est la ville qui plus m'attire, tu vois. Donc, c'était assez... Intuitif. ouais, Ok. voilà. À ce moment, je n'avais pas une raison très
particulière pour choisir la Colombie, par Oui. exemple, et non pas au Mexique ou Argentine. C'était parmi les choix que j'avais, c'était la Colombie, le Mexique et l'Argentine, si je ne me trompe pas. Parce que j'aimais bien tout ce qui était lié au développement international. Donc, je voulais venir en Amérique, connaître l'Amérique latine. Ok. C'est plus Donc finalement, tu vas faire ce que tu disais, une année de césure en Colombie où tu intègres l'université en Colombie en parallèle avec Sciences Po. ouais. Tu vas déjà passer un premier temps, tu vas revenir ensuite en France, et puis tu vas revenir en Colombie, cette espèce de double aller-retour. Il y a eu une première étape, c'est Nouveau, où avais déjà travaillé en tant que stagiaire, et après tu reviens pour prendre des fonctions plus sur la partie finance que tu dis. Heu, Qu'est-ce qui fait que tu reviens? Je crois qu'il y a un choix un peu personnel et d'aventure, humaine et Ouais, ouais, la deuxième fois que je suis venue, c'était personnel, parce que j'avais un copain colombien. Donc c'était ça. Enfin, de nouveau, ce n'était pas un choix, avec des raisons objectives. Et c'est pour ça que je suis revenue faire mes stages pendant l'année de césure du master. Et après, j'étais en fait en train de chercher du travail en France après mon master. Et par hasard, un des fondateurs de Nouveau m'avait écrit ils avaient un poste d'analyste en stratégie financière. Et voilà, ça m'a fait penser. Je Ça faisait déjà quelques mois que j'étais en train de chercher du travail. C'était l'époque du Covid en 2020. C'était assez difficile et la Colombie, c'est loin, voilà aussi, mais je me suis dit, ça peut être une belle option pour connaître un peu plus du monde professionnel du pays. J'avais bien aimé le pays de toute façon, les personnes, je voulais connaître plus. J'ai aimé beaucoup l'entreprise aussi parce qu'ils, enfin, tu vois, un peu ma génération aime beaucoup avoir un but, disons, dans le travail. Et les choses qu'ils font, c'est passionnant. est-ce que tu peux m'expliquer, Nouveau, justement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes dans la transformation numérique, dans l'IA, dans la data. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, l'histoire de l'entreprise et les activités de l'entreprise? Ouais, tout à fait. C'est une entreprise de solutions d'intelligence artificielle. Et je pense en fait que c'était la première entreprise en Colombie qui a fait un projet d'intelligence artificielle à grande échelle dans le secteur public, enfin, avec le gouvernement, donc encore plus difficile. Et c'est orienté vers précisément la data, que ça soit un actif stratégique pour les entreprises ou les organisations. Tu sais que la data, c'est l'actif aujourd'hui le plus important au monde, bien plus important que le pétrole ou quoi que ce soit. Ce qu'on fait, c'est des projets vraiment d'intelligence artificielle appliquée. Donc, c'est vraiment orienté vers la mission de chaque entreprise ou organisation, par exemple. Et on a développé un algorithme qui prédit le crime avec la police nationale. Heu, c'est la première police en Amérique latine qui est capable de faire ça. Mmh. Et ça a beaucoup d'impact dans la société parce que la police est maintenant enfin, ils arrivent beaucoup plus vite aux endroits où il y a des problèmes. Ils arrivent à s'organiser beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment un changement de perspective 360 de passer d'une police réactive à une police proactive. Mmh. Voilà. Parce que comment ça fonctionne? Parce que moi, j'ai vu, vous aviez donc 2 produits phares dans, l'IA notamment. Il y a Xcrime, donc que tu viens de décrire, qui est vraiment une solution de sécurité publique, où là, vous intégrez toutes les datas liées, aux rapports, donc de la police, à la vidéosurveillance, les réseaux sociaux.
Et vous arrivez justement à travailler sur ces fameuses zones à risque, sur l'avancement des enquêtes pour les crimes, même analyser, j'ai vu sur votre site les comportements suspects. Euh, Comment est-ce que vous mettez ça en place? Comment c'est utilisé par les autorités locales et les policiers? Ça permet de quoi? De réorganiser et les flux de policiers en fonction des zones? Comment ça se passe? Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est un algorithme qui prend en compte des données géographiques des crimes, place les crimes dans le temps. C'est avec les données de la police, des crimes, des 911, Des appels des appels d'urgence d'urgence? et aussi des comportements, ça s'appelle ici les comportements contraires à l'espace public, disons, si tu vois quelqu'un dans la rue qui, enfin, c'est pas un crime en soi, tu vois, c'est pas un délit, mais c'est ça, des comportements déviants. Quand tu Et délabres, par exemple, un bien public, c'est ouais, à ce moment-là? ça. OK. Et avec cela, seulement avec cela, ces 3 sources de données, hem, la plateforme crée, hem, des hotspots. Donc tu vois des zones plus rouges, plus oranges, et c'est ça qui aide à la police à mieux placer, dans le territoire, les forces publiques pour qu'ils soient plus proches, de ces, points rouges, disons. Donc ça ne prend pas en compte des données, personnelles, qui a fait, heu, un crime, près d'ici du bureau. Ça, c'est tout confidentiel. D'ailleurs, les données que nous vous voit, c'est seulement des coordonnées géographiques de temps et le type de crime. Aucun données personnelles, le nom de la personne, tout ça. OK. Et il y a des modèles de reconnaissance faciale et cetera que vous utilisez ou? Non. Et seulement avec ça, c'est un niveau très haut de précision, de plus de 85% de précision dans le temps et dans l'espace des crimes. Mais il n'y a pas aucune autre donnée. Ça peut être une source très bonne pour inclure dans l'algorithme, mais en fait, l'entreprise a travaillé avec des experts très focalisés sur les phénomènes de criminologie en Colombie. Et d'autres variables auraient un résultat en fait marginal. Donc, D'accord, OK. Et donc tu es vraiment sur, de la géospatialisation et de la temporalité et après du niveau de dangerosité, de crime comme tu dis, ouais, qui sont remontés, OK. Parce que ça fait quand même quand on entend la première fois, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ça fait un peu penser à Big Brother, ouais. heu, Minority Report, tout ça. 1984, George Orwell». Donc c'est se dire, où est la limite? Enfin, comment est-ce que, la technologie s'intègre, dans l'environnement public? C'est difficile de gérer ça avec l'imaginaire public parce que les personnes précisément pensent que on va savoir que toi, tu vas, tu vas, tu vas faire un crime demain euh, à un endroit spécifique dans la ville. Et c'est pas du Mmh. tout ça. Comment c'est pris par là, justement, la population, le ressenti, quand, vous intégrez ce type de solution? Parce que j'ai vu aujourd'hui vos technologies, alors pas uniquement un X-Crime, mais, il y a plus de, 30 millions d'usagers qui utilisent, vos technologies ou qui sont impactés par vos technologies. Oui, disons qu'ils sont plus impactés. Ouais. Les clients de l'entreprise sont des clients, enfin, c'est B2B, donc c'est des grandes entreprises ou institutions. euh, et les clients finaux sont les citoyens indirectement. Et beaucoup de Colombiens, enfin la grande majorité des Colombiens ne savent pas que beaucoup de services qu'ils utilisent sont, ont de l'IA Mmh. derrière. Mais c'est très intéressant parce que, par exemple, un autre projet qui a beaucoup d'impact, c'est prédiction de la faillite des entreprises.
qu'il y a une institution en Colombie qui est chargée de veiller à l'ordre économique du pays, parce que le pays n'a pas beaucoup d'entreprises publiques. La majorité sont privées. Et il y a beaucoup plus de surveillance sur les entreprises privées parce que sinon, on n'aurait pas un indicateur, un indicateur de l'état de l'économie réel du pays parce que dans la bourse, il y a, je sais pas, 20 entreprises, quelque chose comme ça. Et avec l'information économique et financière des entreprises, on peut faire des prédictions sur la faillite. Et donc, cette institution qui est aussi chargée d'aider les entreprises quand ils sont en train de se réorganiser, quand ils ont des problèmes financiers, à les aider. Donc, l'institution peut aider être plus proactive dans ces processus. Ok. Ça, c'est Undoc, c'est ça, c'est Ça, c'est avec Undoc, oui. le deuxième produit. Donc, il y a Xcrime qui est plutôt sur la partie sécurité publique et Undoc, où là, c'est du traitement massif de données par l'intelligence artificielle, où vous avez justement les retours clients, les tendances de marché et l'analyse de risque qui sont mises en place et qui vous permettent justement de prédire ça et de voir d'analyser la santé des sociétés. Oui, c'est ça. Le logiciel, il analyse des données qui ne sont pas structurées. Donc, tout ce qui n'est pas Excel, pratiquement. Et en fait, c'est la majorité de données qui sont créées aujourd'hui au monde. Ce sont des données qui ne sont pas structurées. Des photos, des vidéos, des images, des PDF, des choses, des manuscrits, tout ça. On analyse toutes ces données avec Undoc et tout ça, c'est fait avec des services de Amazon Web Services, qui est au monde un cloud qui est très, très robuste en termes de sécurité, confidentialité de données, chiffrage, tout ça. Et ça aide beaucoup aux entreprises de vraiment savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc, il y a de l'analyse descriptive qui est d'avoir le passé, de l'analyse prédictive qui est d'avoir le futur. Et ce qui est le plus intéressant, c'est l'analyse prescriptive. Et ça, c'est savoir ce que je dois faire pour que mon entreprise soit compétitive, pour que je puisse répondre mieux aux citoyens, pour vraiment aider ma mission. Tu parlais de sens, que quand tu es arrivé dans l'entreprise en 2020, tu cherchais justement une entreprise qui ait du sens pour toi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les valeurs de Nouveau et qu'est-ce qui fait ton engagement pour cette société? Oui, donc ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime le plus, c'est vraiment ce côté de l'impact dans la société colombienne, de travailler avec des institutions du secteur public, où c'est vraiment un impact qui touche des 30, 40, même les 50 millions d'habitants en Colombie, à travers de la police, par exemple, aider à vivre dans une société plus à Plus sûr. plus sûre, oui. Soit si j'ai un problème dans mon entreprise, que les autorités puissent m'aider à ne pas perdre des emplois. Ou même dans la santé, on a développé un algorithme qui était capable de prédire le spread du Covid. Donc, ça sauve des vies, littéralement. C'est ça ce que j'ai beaucoup aimé chez Nouveau. Et l'équipe, vraiment tout le monde est très passionné par la technologie et ils ont aussi ce sentiment de vouloir aider, de vouloir utiliser la technologie pour faire du bien.
dans la société. Voilà, c'est ça. Tu es passé de stagiaire à Chief Growth Officer de l'entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer, tes fonctions qui étaient, Chief Growth Officer? Quel était ton rôle? Qu'est-ce que c'est un Chief Growth Officer? Je pense que mes responsabilités ne sont pas les classiques d'un Chief Growth Officer et elles étaient un peu plus extendues parce qu'en même temps, j'étais très centrée sur la partie finance aussi parce qu'on était en train de chercher de lever des fonds. Donc, j'ai été toujours chargée de la partie financière aussi, mais en plus, comme je connaissais très bien l'entreprise, j'ai pu commencer à, à établir des stratégies pour que Nouveau puisse avoir une croissance beaucoup plus rapide, une présence dans le marché plus marquée. C'est à la fois beaucoup de choses euh, qui, qui sont beaucoup de choses de marketing, de positionnement de branding. C'est des stratégies avec des alliés stratégiques, comme Amazon Web Services, par exemple. C'est aussi du marketing interne, tu vois, parce qu'il faut toujours avoir le meilleur talent qui travaille pour l'entreprise. Et ça, c'est c'est très différent du marketing extérieur qu'on fait pour les clients, possibles clients, tout ça. Et, hem et ce que j'aime aussi, c'est que à la fois, ce sont des choses très stratégiques, tu vois, une vue, et vue du haut, Mmh. mais à la fois, j'ai pu, faire des choses littéralement, être, heu, aussi, dans le côté opérationnel. Donc ça m'a permis de voir, tous les départements de l'entreprise, même apprendre des services de Amazon Web Services pour mieux comprendre le langage qu'on parle dans l'entreprise, les développeurs, les data scientists, tout ça. Surtout parce que ce sont des personnes qui ne sont pas uniquement des ingénieurs, elles sont aussi des personnes qui ont un parcours en physique, chimie, des philosophes, économistes, tout ça. Comment tu fais justement pour communiquer et t'adapter à chaque, secteur de l'entreprise et faire en sorte que justement tu arrives à comprendre les enjeux de chaque équipe et d'arriver à tirer le meilleur pour pouvoir aller vers, la croissance qui est finalement, l'objectif de ce poste-là? Ça, c'est très compliqué. Je pense que c'était un des défis plus compliqués que j'ai, heu, que j'ai expérimenté pendant ces années. Parce que, en même temps, ce n'est pas seulement la connaissance des différents départements et des différentes personnes et personnalités des personnes, mais d'une manière plus générale, c'est aussi des différences un peu culturelles. Euh, j'ai travaillé presque seulement avec des Colombiens. Je ne sais pas si c'est moi personnellement qui paraît un peu plus froide, tu vois, pour les personnes, ou si c'est en général les Roumains ou les personnes de l'Europe de l'Est, dans la manière, euh, dans la manière de se communiquer. Euh, Tu vois, il y a toujours un équilibre entre, entre la chaleur d'une personne et la compétence. Voilà, si tu te présentes avec plus de compétences, les gens te voient comme froide ou même tu intimides des personnes. J'ai eu plein de personnes qui m'ont dit qu'ils se sentent intimidés par moi. Je ne le fais pas exprès. De l'autre côté, si tu tombes dans l'extrême de la chaleur, les personnes sentent que tu es très agréable, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir de l'autorité, tu ne peux pas, très souvent, ils ne te laissent pas parler, tout ça. Donc, c'est un équilibre très difficile d'atteindre pour pouvoir bien travailler avec des personnes qui
assez souvent n'ont pas beaucoup d'interaction avec d'autres cultures et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour comprendre des choses spécifiques de chaque département. J'ai dû faire une certification Cloud Practitioner, j'ai dû apprendre de la comptabilité colombienne spécifiquement, des choses sociétaires, des processus des licitations publiques en Colombie, tout ça. C'est cool. C'est cool. Oui, donc c'est vraiment s'adapter à l'entreprise, aux différentes équipes, mais surtout à la culture finalement. Ouais. Et à cette culture qui est très chaleureuse en Colombie. Il faut toujours trouver le juste milieu entre la chaleur humaine et le côté amical, mais du fait qu'on est dans un environnement quand même qui est professionnel, montrer davantage de compétences et de sérieux. Alors, c'est pas de sérieux, mais c'est plutôt de rigueur. Ouais. Et c'est trouver le bon milieu pour justement être compris également et pas paraître trop rigide. J'imagine que c'est pas simple. Ok. Si je reviens sur vous, est-ce que vous, en interne, vous utilisez des intelligences artificielles? Et si oui, à quel niveau vous les utilisez dans vos process? On a commencé avec ChatGPT dans la vague de l'intelligence artificielle générative. Euh, on utilise beaucoup Claude aussi à travers d'Amazon Web Services. Et ça dépend aussi du département. Par exemple, en marketing, moi j'utilise aussi Gamma qui génère des présentations avec des prompts courts ou bien plus larges. Ça dépend de ce que tu veux. C'est impressionnant. Euh, c'est vraiment un changement de paradigme de la productivité au travail, je pense. On utilise aussi Copilot, De Microsoft? ouais, un GitHub pour la génération du code et on l'utilise pour tout. Enfin, basiquement, c'était presque une politique, disons, qu'on doit tous utiliser l'intelligence artificielle générative parce que ça vraiment aide beaucoup la productivité des personnes. Par exemple, dans le département de vente, ça aide beaucoup à structurer des propositions commerciales. Ok. Comment les collaborateurs le prennent, ça, le fait que justement le top management et les dirigeants de nouveau encouragent à utiliser énormément l'IA? Il y a des entreprises aujourd'hui qui essayent plutôt de limiter cet impact, d'autres qui essayent de l'encourager. D'un point de vue engagement, qu'est-ce que ça crée justement auprès des collaborateurs, des équipes, le fait de pouvoir tout le temps utiliser de nouveaux outils d'IA? Je vois qu'il y a un enthousiasme pour les dernières technologies. C'est un peu l'ADN de l'entreprise de travailler toujours avec les dernières technologies. Donc, je vois toujours les personnes autour de moi parler des dernières trucs qui sortent avec l'IA générative. Et tu vois, en général, c'est aussi un changement dans la communication des personnes au travail. Tu vois qu'ils parlent maintenant plus souvent comme si c'était une troisième personne euh, qui est le ChatGPT, Claude, l'intelligence artificielle générative, en disant je lui ai demandé ça, ChatGPT m'a aidé dans cette chose, mais pour l'autre chose, ça ne fonctionne pas si bien. Tu vois, c'est bizarre parce que c'est déjà une relation un peu symbiotique, disons. Euh, c'est tellement déjà intégré dans le travail quotidien. C'est une question qui est toujours présente dans les conversations. Et ça même encourage certains collaborateurs à s'ouvrir, ce que tu dis, parce qu'ils trouvent d'autres solutions et ils ont déjà eu un regard, qu'ils ont moins peur de partager leurs idées parce qu'ils ont pu challenger ça avec une IA générative en amont et prendre un peu plus confiance en eux. Oui, c'est cool, mais déjà à un certain niveau, je sens qu'ils ont peur aussi. Peur de quoi? Ouais, je sens qu'ils ont peur que s'ils font certaines choses, c'est leur travail, tu vois, c'est le peur de tout le monde aujourd'hui que l'IA va nous quitter le travail
de beaucoup de personnes On parce va prendre le que travail. ouais, c'est ça. Parce que la tendance en ce moment, ce sont des agents d'IA, c'est l'IA agentique. Donc, tu vois, ChatGPT par exemple, tu peux créer un clone de Paul. Tu as ton pôle là-bas et tu lui dis: «Aide-moi à structurer le prochain podcast avec, telle personne, avec tel, profil et parcours académique, professionnel», tout ça et ça va te répondre comme toi. C'est incroyable. On est en train de faire un projet avec, un fonds qui, est d'une région, où il y a beaucoup de problèmes d'eau en Colombie, parce qu'il y a beaucoup d'eau et à minimiser les impacts du changement climatique et là, avec tout le corpus de connaissances de la région, hem, on est en train de construire un agent qui aide, la qui puisse aider, les décisions de point de vue, des institutions publiques pour la région. Et là, on a parlé avec des économistes, des sociologues, des politologues, tout ça. Il y a une copie, un double de chaque profil de cette personne dans le logiciel. Et si tu combines ça, tu as une perspective très complète qui t'aide à prendre des décisions à l'échelle d'une région pour minimiser le changement climatique. Enfin, l'impact, c'est vraiment quelque chose qui change non pas seulement la manière dans laquelle nous travaillons quotidiennement, mais aussi la manière dans laquelle on pense, à grande échelle dans l'administration publique, dans les interactions humaines. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats autour du pourquoi les humains, on cherche toujours à outsourcing, ça c'est comment? Sous-traiter, Ouais, pourquoi on cherche à toujours déléguer, à sous-traiter. déléguer des choses qui sont par nature humaines. La créativité, avec aussi l'IA générative qui est capable de faire des vidéos, des chansons, tout ça. Pourquoi on cherche d'une telle manière s'annuler, tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est ta réponse pour ça? Quelle est ta vision sur le moyen, long terme, sur l'impact de l'IA dans notre quotidien? Je pense qu'il y a, c'est un peu comme l'internet, il y a plus de 20 ans. Je pense que c'est vraiment un changement de société. D'ailleurs, je pense n'a même pas encore, qu'on n'a même pas encore, solutionné les problèmes, pas des questions, fondamentales qui viennent de l'époque de l'internet. Heu, les choses changent tellement vite qu'on comme société, comme humain, on n'arrive pas à assimiler tout ça, tous les changements, tous les impacts que les technologies ont sur la manière de vivre. Mmh. Mais je pense qu'il faut avoir plus de règles, déjà des règles en général sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Hem Beaucoup plus d'IA éthique, enfin le thème de l'usage de l'intelligence artificielle et vraiment de comprendre comment ça fonctionne et comment interagir avec l'intelligence artificielle parce qu'il y a déjà enfin des enfants de 4 5 ans qui interagissent avec, ChatGPT et s'ils ne savent pas comment le faire. C'est une question, déjà qui qui impacte, tu vois, la famille aussi. Tu parles de la partie sécurité, confidentialité. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui, vous, la confidentialité des datas? Tu l'as dit, il y a une partie, vous êtes partenaire de AWS qui a ses propres serveurs sécurisés, etc. Mais vous, sur les flux de données de l'entreprise que vous intégrez dans différentes IA externes,
et même vous, comment est-ce que vous gérez la sécurité des données que vous collectez avec Undoc, Xcrime, etc. Comment est-ce que vous gérez ça? Et tout ça se gère, dans le cloud. C'est la réponse la plus simple, disons. Parce que, c'est un environnement où, vraiment tu peux avoir des rôles spécifiques pour, des personnes spécifiques qui peuvent ou ne peuvent pas voir, certaines choses et dans beaucoup de cas, par exemple, s'il s'agit de la sécurité nationale, basiquement, on ne peut pas déjà nous, on n'a pas accès, à des données personnelles. C'est une question, très sensible aussi dans le secteur, santé. C'est la même ça arrive, c'est la même chose, la confidentialité, des personnes et tout l'historique, clinique d'une personne. On n'a pas accès à ces données ou bien, hem, il y a du chiffrage donc c'est, ce n'est pas vraiment un souci, c'est pas quelque chose d'additionnel qu'on fait pour avoir de la confidentialité, de la sécurité de données dans le cloud. Parce que déjà, le cloud en soi, c'est c'est très sûr. Mmh. OK. Il travaille avec des standards à niveau mondial. Tu l'as dit, Nuvu a été racheté par Blend. Blend, donc, qui est une société américaine. Ça a été fait là, en 2024. Vous êtes en pleine fusion. Comment est-ce que ça se passe, cette fusion alors, avec Blend? Alors, Blend, je vais rapidement expliquer, tu vas compléter. C'est une société qui travaille également dans l'intelligence artificielle, qui a trois piliers principaux. Le premier, c'est l'analyse et le nettoyage de données. Le second, c'est l'identification de tendances. Et le troisième, c'est la visualisation des données. Est-ce que ce que je dis est cohérent? Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette société américaine? Et comment est-ce que vous voyez, vous, cette société s'intégrer avec Nuvu dans la culture d'entreprise? Oui, ce que tu dis est correct. Je vois Blend comme un nouveau géant, OK. disons. Je pense que ce qui a fait l'intérêt de Blend à nouveau, c'était aussi cette identité d'utiliser les plus nouvelles technologies, de faire des solutions qui sont vraiment spécifiques pour chaque entreprise ou chaque projet, disons. Et c'est, c'était vraiment naturel. Je pense que c'est une intégration assez naturelle parce on fait la même chose. Euh, on travaille aussi avec des technologies très similaires. Ils ont plus de partenaires que nous localement. Mais enfin, on va être comme enfin, le petit enfant qui travaille avec Amazon. Voilà. Il travaille avec d'autres partenaires à niveau global. Et l'intégration, déjà, c'est un processus qui est beaucoup plus lent que ce qu'on attendait, mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans les intégrations grandes. Il y a enfin, une intégration financière, talent, légal, tout ça, ça prend du temps, des choses opérationnelles aussi. euh, des choses bêtes comme passer de Google à Teams, je sais pas, des choses comme ça prend du temps. C'est une échelle très grande. Il y a beaucoup d'équipes qui doivent coordonner et on est dans ce processus. Euh, c'est c'est cool parce que les personnes en Colombie sont très enthousiasmés parce que là, ils ont la possibilité de travailler à une échelle pas seulement régionale, mais globale maintenant. Donc, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Quel meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Je pense que qu'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'était de ne pas me prendre trop au sérieux. Je pense que ça tient à voir beaucoup avec la culture colombienne.
j'ai beaucoup appris des interactions avec tous mes collègues. Et ouais, et surtout parce que le monde des finances, de la comptabilité, de l'administration, tout ça, enfin, pour moi, c'est des choses très sérieuses. Enfin, c'est de l'argent, c'est des ressources, c'est du temps, c'est des décisions qui peuvent impacter, impacter l'entreprise, des gens, tout ça. Mais oui, définitivement, il faut ne pas se prendre très sérieux parce que enfin, la vie professionnelle, ce n'est pas seulement des chiffres, enfin, du boulot, c'est aussi des personnes, c'est aussi connaître tes collègues, leurs problèmes, euh, leurs passions, ouais, vivre plus. Est-ce que tu as une maxime, une citation qui te guide dans la vie? Je ne me souviens pas exactement de la citation exacte de Maya Angelou, mais je pense qu'elle disait, c'est que les personnes ne vont pas se souvenir de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait, mais de comment tu les as traités. Que j'essaye de, j'essaye de me guider plus, j'essaye de guider par mes actions en relation avec les autres, surtout par la manière dans laquelle je, je, je me comporte, disons. Surtout parce que tu ne peux pas changer les autres. Je pars du principe que les autres ne vont pas changer. Ce que je peux changer, c'est la manière dans laquelle je me comporte avec eux. Il faut s'adapter beaucoup aux personnalités des autres. Quel est ton indispensable? Euh, alors, je l'ai avec moi, c'est un livre très recommandé. Il s'appelle, je pense que en français, c'est Entouré d'idiots, si je suis pas mal. C'est génial. Et Thomas Erickson parle des 4 personnalités des personnes. Ça m'a aidé beaucoup, non pas seulement personnellement, mais dans la vie professionnelle aussi, à comprendre. Mon équipe, par exemple, euh, on est toutes des femmes. On était toutes une personnalité très orientée vers les détails, très rigide, très méthodique, organisée. Et si tu, il y a un exemple très cool dans le livre euh, d'un atelier où enfin, les personnes ont un objectif de créer un plan, quelque chose comme ça. Et ils organisent les groupes en fonction des personnalités. Donc, un groupe où les personnalités sont toutes rouges, vert, bleu. Et c'est très intéressant parce que aucun groupe n'arrive pas à résoudre le problème. Par exemple, les bleus, ils entrent trop dans les détails. Ils n'arrivent pas à sortir. Ok, il n'y a Ouais. personne qui a réussi à Ouais. donner de solutions. Les jaunes, ils bavardent tout le temps. Donc, ils n'ont rien de concret. Les rouges, ils discutent trop. Et c'est vraiment intéressant parce que tu te rends compte vraiment que tu as besoin des personnes différentes. Et c'est l'avantage de travailler avec des personnes qui sont différentes à toi. Enfin, tu vois, ce n'est pas un idiot qui ne comprenne pas ce que tu lui es en train de dire. En fait, c'est toi qui dois t'adapter au style de communication des autres personnes. C'est génial. Ouais. Oui, ça fait penser à toutes les façons de classer les profils MBTI, Ouais, modèle voilà. PCM, etc. Mais ok, très bien. Moi, je mettrai le lien intéressant du livre dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un conseil pour une personne qui souhaite se former à l'IA? Oui, déjà, le conseil général, c'est de le faire. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que l'IA ne va pas nous quitter le travail, mais les personnes qui savent utiliser l'intelligence artificielle
vont quitter le travail d'une personne qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Ok. Donc, il va y avoir des médecins qui savent un peu je sais pas, de Python. Il va y avoir des économistes qui savent de l'intelligence artificielle. Il va y avoir dans chacune des professions des personnes qui vont avoir un plus euh, dans leur carrière parce qu'ils savent utiliser bien l'intelligence artificielle. Donc là, le conseil, c'est aussi de euh, bien comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne, surtout parce que déjà, je pense qu'on est en train de construire une habitude de parler avec ChatGPT, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent toujours comme Google. Mais le potentiel est immense et il faut lui poser des bonnes questions et dans une manière très spécifique pour avoir les bons résultats. Merci beaucoup Alexandra, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi, Paul. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié cet échange. Si vous souhaitez suivre les Leaders sans frontières, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir.